S'agissant de l'objet de notre rencontre, nous écouterons tour à tour sur le thème « Engagement syndical des femmes, pesanteur et perspective » la camarade Claudia Ntsam, membre du bureau national de la FESENA, et la camarade Mwagwadi Emma Prudence, présidente du SNEC, scénariste, membre du groupe de recherche et d'études sur le genre en abrégé grec. Le mouvement des femmes de la FESENA qui organise la présente activité est dédié à la promotion de l'action syndicale des femmes. Il a pour objectif d'inciter les femmes à adhérer massivement aux syndicats d'une part et de promouvoir leur leadership d'autre part. Cette implication des femmes est d'autant plus nécessaire qu'elles sont victimes, au même titre que les hommes, des injustices observées dans le monde du travail. C'est la raison pour laquelle le mouvement des femmes de la FESENA, en abrégé MFF, ambitionne de faire prendre conscience à toutes les femmes travailleuses que le syndicat est une affaire de tous. C'est une longue marche ponctuée de revendications et de luttes. C'est d'ailleurs dans cette optique que Pierre Foss disait « S'engager dans le syndicat, c'est pouvoir se regarder dans une glace et se dire que j'ai aidé les gens du mieux que je pouvais. » C'est pourquoi ce matin nous disons « Femmes, levez-vous. Femmes, faites entendre vos voix. Femmes, défendez vos droits. Femmes, engagez-vous. » Les syndicats ont longtemps été réticents à s'ouvrir aux femmes. Selon les archives de la Confédération internationale des syndicats libres, en 1949 par exemple, au niveau mondial, les femmes n'étaient représentées qu'à hauteur de 7%. À quel niveau les femmes se sont impliquées dans les syndicats et quelle est l'origine du syndicalisme féminin? Et j'ai pris l'exemple de la France, je m'appuie sur l'exemple de la France. Alors que les femmes composent déjà 36% de la population active en 1911, elles ne représentent que 9% des syndicats. Après 1918, les femmes sont tolérées dans les syndicats, car la population active s'est de plus en plus féminisée. Les grandes grèves de 1917, 1918 et de 1936 ayant démontré la capacité de mobilisation de la main-d'œuvre féminine. Là, nous sommes en France. Là, on parle vraiment du syndicalisme féminin. C'est pas tant des femmes dans le syndicat, mais là, il s'agit des syndicats de femmes. Les premières grèves menées par les femmes en France, la toute première grève, c'est la grève de 1869, qu'on a appelée la grève des ovalistes à Lyon. Bien évidemment, déjà à cette époque, il y avait déjà des résistances de la part des autorités. Donc, elles n'ont pas, leur préavis de grève n'a pas donné suite. Et vu qu'elles n'ont pas eu de suite, eh bien, elles sont rentrées en grève. Et leur grève s'est étendue. Et puis, au bout du compte, elles ont obtenu les heures qu'elles réclamaient. Donc, les journées étaient finalement constituées de 10 heures au lieu de 12. Donc, elles ont gagné 2 heures. La deuxième grève a eu lieu un an plus tard, en 1870. On l'a appelée la grève des cigarières, qui a eu lieu à Toulouse. Ils ont reçu un nouveau directeur qui est arrivé, bien évidemment, comme on le voit encore aujourd'hui, avec des nouvelles mesures. Et sa panoplie de mesures étant en défaveur des ouvrières. La grève des cigarières a duré 1 semaine et elles ont reçu pour avantage le limogeage du directeur. Après avoir obtenu des acquis grâce aux luttes des femmes, à l'exemple du droit au travail, du droit à l'égalité salariale, le droit à la contraception, si nous ne pouvons citer que cela, nous pouvons toujours constater que malgré ces lois, les inégalités persistent, que la place de la femme dans la vie syndicale ou politique est encore marginale et que les tâches ménagères et familières restent encore très majoritairement sur elle. D'après une étude tunisienne, la femme consacre environ 6 fois plus de temps aux travaux ménagers, aux soins des enfants et à la préparation des repas. Pour les mêmes tâches, les hommes ne consacrent que 39 minutes par jour.
Nous allons ensuite parler du modèle de référence. Le modèle de référence chez l'homme est unique, alors qu'elle est double chez la femme. Pourquoi dire que le modèle de référence est unique chez l'homme? C'est tout simplement parce que tout chez l'homme tourne autour de son travail, tout chez l'homme tourne autour de sa vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle la conciliation chez l'homme est un arbitrage très facile, se faisant souvent en faveur de la vie professionnelle et la carrière. À ce sujet, les hommes évoquent souvent les contraintes professionnelles, un métier qui les oblige à effectuer des déplacements fréquents, des horaires irréguliers, des heures supplémentaires. Donc vous constaterez avec moi que ce qui est mis en avant ici, c'est leur entière disponibilité pour leur travail et pour leur activité syndicale notamment. Le cas des femmes, nous avons dit qu'elles avaient un modèle de référence double. Ce qui veut dire que la femme s'identifie à la fois, à partir de son identité familiale et son identité professionnelle, contrairement aux hommes. Les femmes évoquent d'abord la responsabilité de mère et épouse qui les oblige à refuser les heures supplémentaires, les déplacements, même quand ils s'accompagnent des promotions ou de gains supplémentaires. Pour les mêmes raisons, les femmes évitent les professions ou les postes de responsabilité qui leur demandent un surinvestissement professionnel, les déplacements, les missions en étranger, les stages de formation, etc. En Afrique, les femmes sont sous-représentées dans les mouvements syndicaux. Les syndicats ont une culture patriarcale, ce qui fait que les syndicats en Afrique ne regorgent pas de beaucoup de femmes. Ce sont des hommes qui créent les syndicats en général. D'accord? En Afrique, il est difficile de voir une femme, comme on a vu en France, les femmes ont créé leurs syndicats. On trouve, par exemple, très peu de femmes à des postes décisionnels. Très peu de femmes sont présidentes de syndicats, que ce soit en Afrique ou en général au Gabon, très peu de femmes. Au Togo, par exemple, une étude montre que les femmes constituent moins de la moitié des responsables au niveau confédéral et 30% au niveau des fédérations et des syndicats de base, 30% seulement. Depuis l'indépendance en 1960, par exemple, en Côte d'Ivoire, les femmes ont toujours été reléguées au second plan dans les mouvements syndicaux. Lorsqu'elles accèdent aux sphères décisionnelles, les femmes n'occupent pas les postes clés. Elles sont le plus souvent responsables de la promotion féminine. C'est l'exemple aujourd'hui. On a une présidente responsable du mouvement des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont souvent parquées, d'accord, dans les départements qui leur sont propres, des départements propres aux femmes. Grosso modo, selon les enquêtes, des quelques enquêtes que j'ai pu mener, pour ce qui est de notre pays par exemple, il faut dire que les mouvements syndicaux ont commencé dans les chantiers forestiers pendant la colonisation, d'accord? Mais ils étaient purement menés par les hommes, parce que déjà au sein des chantiers forestiers, il n'y avait pas des ouvrières, il n'y avait que des ouvriers. Et donc, après la colonisation, donc après 1960, nous avons toujours été absentes. Quand je dis nous, ce sont les femmes, je m'inclus parce que je suis une femme. Nous avons été absentes des revendications. Avec l'avènement de la démocratie en 1990, que le mouvement syndical, le mouvement revendicatif va éclore au Gabon, d'accord, et va en même temps émerger ce qui nous conduit aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de ces mouvements. Donc les femmes interviennent dans les milieux syndicaux à partir des années 90. Tout simplement parce que la parole a été démocratisée. Malgré les difficultés et les pressions qu'il y a des femmes qui se sont battues et d'autres qui se battent encore. Ces femmes défendent leur position avec objectivité et classent dans l'objectif de conquérir de nouveaux droits. Parmi ces femmes, nous avons énuméré quelques-unes, à l'exemple de Christiane Bitouga, qui fut membre du Sénat, enseignante retraitée, ancienne syndicaliste, qui s'était engagée. Cette dernière avait décidé de se battre pour une injustice sociale dans un pays où les écarts de revenus étaient trop importants, avec un salaire minimum de
44 000 francs CFA, soit un taux de chômage de 22% et aucune protection sociale pour les faibles. Pourtant mariée et mère de 3 enfants, la position de son époux qui était ministre à une certaine époque, ou encore celle de son foyer, ne lui avait pas empêché d'être une militaire syndicale. Nous avons aussi l'exemple de Martine Oulabou qui a donné sa vie pour le syndicat. À celle-là s'ajoute Pulchérie Matéa, la porte-parole de Dynamique Unitaire, qui a su s'imposer dans son travail et son syndicat pour faire entendre son point de vue. Elle a pu, au même titre que Aminata Brigitte Ondom Edogo, la présidente du syndicat national des professions de vision publique, en abrégé SINAPAP, à avoir un franc-parler qui ne laisse pas la nouvelle génération féminine insensible. Sans oublier Chantal Makosso, présidente du syndicat du personnel du ministère des PME, SINAPAP PME, Sylvie Kongembot, président du syndicat Hippocrate. Outre ces femmes précédemment citées, il y a Paul Edna Magama Muketu, Léa Ozoumé, Armel Yembi, membre active de la CONACISEN. Ces femmes sont des exemples. Ces dernières ont défendu et défendent encore pour certaines avec fierté et hauteur des valeurs qu'elles estiment faire profiter au plus grand nombre. Les facteurs bloquants, je les ai serrés en deux catégories. Il y a les facteurs intrinsèques, d'accord, c'est-à-dire des facteurs émanant des femmes elles-mêmes, et puis des facteurs extérieurs. Dans les facteurs intrinsèques, on peut énumérer, on peut noter le désintérêt des femmes elles-mêmes vis-à-vis du syndicalisme, le repli naturel des femmes et le sentiment d'exclusion des femmes. Généralement, notamment les jeunes filles trouvent que les syndicats sont dirigés par des hommes d'un certain âge, donc elles ne voient pas trop comment elles peuvent prendre la parole au milieu de ces hommes. Ça peut toujours être mal vu. Donc du coup, il y a ce sentiment d'exclusion. Elles sentent qu'elles ne sont pas assez impliquées. En fait, on ne les implique pas. Enfin, les femmes doutent de leur capacité. Elle en a déjà parlé. Et s'interdisent des fois elles-mêmes de saisir certaines opportunités. Donc ça, ce sont les éléments, les facteurs intrinsèques. Maintenant, pour les facteurs extérieurs, la carrière syndicale se fonde souvent sur le principe de cooptation par nature arbitraire et sur des critères non formalisés. Souvent, elle ne favorise pas l'adhésion. Par exemple, dans nos syndicats, on retrouve par exemple au Gabon des syndicats qui sont constitués de 2 personnes. Et vous avez par exemple des syndicats qui n'ont même pas de fiches d'adhésion, encore moins des cartes d'adhésion. Le sexisme intervient dans les mouvements syndicaux. L'exigence d'un engagement total pour le syndicat. Alors, c'est un véritable frein. Quand on dit AG, tu es là. Donc, c'est un engagement. Après l'AG, si on dit par exemple qu'on se retrouve, mais tu dois être là. C'est un engagement sincère et total. Et cela, souvent, constitue un frein. Il y a la méconnaissance des femmes des avantages de la syndicalisation. Il y a également la crainte des représailles des employeurs. Il y a le manque de temps en raison des responsabilités familiales. Souvent, les femmes n'ont pas assez de temps. La concentration féminine dans les secteurs où les taux de syndicalisation sont faibles. Par exemple, dans les secteurs de l'informel. Vous allez par exemple trouver plein de femmes commerçantes, mais elles n'ont pas de syndicats. D'accord? Elles ont des associations qui ne sont pas des syndicats. L'activité syndicale envahit le temps consacré en général à la vie privée. Donc, les femmes n'ont plus de temps pour leur vie privée, pour régler les problèmes familiaux et tout le reste. Moi, je suis pasteur. J'ai encore quand même des gens qui m'interrogent. Mais comment vous faites pour concilier? Est-ce que Dieu est pour le syndicalisme? Est-ce que... Mais je réponds que mais Dieu, c'est le juste. Lui, il prône la justice et il est justice. Et le syndicaliste, c'est celui qui combat pour la justice. Donc, il y a la religion qui influe énormément sur l'engagement syndical en général et des femmes en particulier. Certaines femmes ne s'engagent pas dans le syndicat parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Aussi parce qu'elles ne s'informent pas. Lorsqu'on connaît ses droits, cela permet de savoir ce qui t'est dû et te défendre au cas où on tente de te l'enlever, d'où l'importance de connaître ses droits. Nous avons aussi
mentionner le manque de confiance en soi, le fait de se sous-estimer, la peur du regard des autres, la peur de que va-t-on dire, est là aussi, ou sont là aussi, une des raisons pour lesquelles les femmes ne s'engagent pas dans des mouvements associatifs. Les intimidations aussi. Les intimidations sont les méthodes dont usent les chefs, la hiérarchie, pour plier ou pour plier ou apeurer l'argent. Dire par exemple que si vous faites grève, vous serez affecté dans un coin reculé. Si vous faites grève, vous serez radié ou encore privé de votre salaire. Et là encore, si vous connaissez vos droits, ces intimidations ne peuvent vous atteindre. Nous avons aussi cité le cas de l'influence de l'époux. Là, il s'agit particulièrement des femmes en couple ou des femmes mariées. Pour les femmes en couple, le partenaire ou l'époux accepte difficilement que la femme s'active dans un syndicat. Au risque de perdre leur foyer, elles préfèrent donc s'abstenir. Le syndicat est un lieu où l'on reçoit des conseils, où l'on est défendu lorsqu'on est confronté à une situation difficile, à l'exemple des sanctions disciplinaires. Être membre d'un syndicat permet d'élargir son réseau social professionnel, de rencontrer de nouvelles personnes, de défendre les autres et participer à la prise de parole. Aider les autres en apprenant à les écouter permet d'informer les membres, permet de représenter les membres lors des réunions, des négociations, etc. Maslek Info. Les syndicats doivent aussi porter, par exemple, la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Pour intéresser les femmes, il faudrait que les syndicats aussi s'approprient cette question des droits des femmes. Donc, ils doivent aussi participer à la journée internationale des droits des femmes, comme là, par exemple, nous participons à la journée nationale des femmes. Les syndicats doivent également élaborer des espèces de chartes pour l'égalité, qui inciteraient les organisations à adopter à opter pour des actions positives. Par exemple, le seul syndicat en France qui le fait, c'est la CGT. D'accord? Voilà, qui a élaboré une charte. D'accord? Par exemple, vous êtes, pour votre part, la FESENA, vous êtes membre de la CONACICED, qui est un regroupement de syndicats autonomes. Donc, par exemple, au sein de la CONACICED, au sein de votre fédération, par exemple, vous faites élaborer une charte qui oblige chaque syndicat membre de la CONACICED à aborder les questions de genre et à respecter les droits des femmes, par exemple. Donc, les syndicats aussi commencent un peu à sortir de leur tanière. Les syndicats, là, c'est des propositions vraiment pour les syndicats. Les syndicats doivent aussi adopter des questions de, on va dire, des quotas. Ils doivent faire des quotas, hein? Un peu comme on a vu, même si, bon, après, bon, je passe, je ne parle pas. Monsieur Narana, les 30%, on attend toujours, que ça monte un peu à 40%. Mais les syndicats gagneraient également à mettre en place des quotas. Alors, faire en sorte que les femmes soient représentées et aient de l'influence sur les instances de décision syndicale. Mettre en œuvre des conférences de femmes, comme celle-ci. Créer des commissions de l'égalité des sexes au sein des syndicats. Impliquer les hommes dans les activités de femmes. Et je suis très heureuse de voir vraiment la forte présence des hommes, parce que ça fait partie d'une de mes propositions. Donc, la FESENA suit. C'est bien. Félicitations. Merci. Je vais terminer. Donc, je disais, impliquer les hommes dans les activités des femmes. Quand on traite, par exemple, des sujets spécifiques aux femmes, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut aussi que les hommes participent pour qu'ils comprennent qu'il y a réellement des problèmes spécifiques aux femmes, car souvent, ils l'ignorent ou ils préfèrent l'éviter. Ils préfèrent éviter que les femmes ont des problèmes spécifiques. Il faut également mettre en place ce qu'on appelle la stratégie 1+1. Là, je m'adresse aux syndicats. La stratégie 1+1 qui consiste donc à demander à chaque participant ou à chaque participante d'amener un nouveau membre à chaque réunion d'information sur le syndicat et le suivre jusqu'à sa filiation. Ça, c'est une stratégie d'enrôlement, mobilisation de fort enrôlement en général. Donc, la stratégie 1+1.
Créer des réseaux de soutien tels que les comités ou les commissions qui sont en principe des espaces de discussion réservés aux femmes qui leur permettent de renforcer leur confiance en soi et de faire entendre leur voix. Un service juridique doit être mis en place qui va donc étayer les femmes sur leurs droits. Pour faire du mouvement syndical une force de ralliement des femmes, les structures syndicales doivent être attentives aux points de vue et aux besoins de la population féminine, faire progresser les droits des femmes et l'égalité de genre, garantir la pleine intégration des femmes dans les syndicats. Que doit-on faire pour pousser les femmes à s'engager dans le syndicat? Nous avons énuméré quelques perspectives. La syndicalisation des femmes. Donc, il va falloir développer des stratégies pour enrôler les femmes. Et le mieux pour attirer les femmes serait que les femmes soient plus représentatives afin d'attirer celles qui rentrent nouvellement dans le monde du travail et d'avoir aussi un mouvement syndical fort. Comme deuxième perspective, nous proposons aussi, nous envisageons la mise en œuvre des programmes intensifs de formation pour préparer les femmes à assumer des postes de direction, organiser des formations inter-établissements sur le rôle du syndicat. En fait, organiser des tournées et dans ces tournées, on doit informer, sensibiliser les femmes sur le bien fondé, sur le rôle des syndicats. Et le faire surtout, ne pas le faire en période de crise. Cela permettra d'attirer un peu plus de monde. Adapter les lieux de réunion aux besoins et conditions des femmes. Les lieux doivent être sains, appropriés, l'heure et l'agenda. La durée des réunions doit tenir compte des responsabilités de chacune et prévoir à la longue, si nécessaire, une garderie pour les jeunes enfants. Rééduquer et sensibiliser la société sur la nécessité de l'engagement massif des femmes dans les syndicats pour sortir la société de certains comportements traditionnalistes. Enfin, l'établissement des statistiques distinctes concernant les effectifs masculins et féminins, leur participation dans les activités syndicales et la représentation des femmes dans les organisations de prise de décision. Vous êtes sur Maslek Info.